Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui avec nous. On est à la Maison de l'Europe de Douai, dans les Hauts-de-France, Centre Europe Direct Basse-Saint-Ménier. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du pacte vert et de la relance verte avec Madame Karima Delli et Madame Anne Othman. Bonjour Madame Delli. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous venons juste de commencer avec un petit sondage. La première question pour le sondage: est-ce que le pacte vert est une priorité pour vous? On a 94% des personnes qui disent oui. La deuxième question: est-ce qu'il serait difficile à faire une relance verte après le Covid-19? On a presque 53% des personnes qui disent oui, 47% qui disent non. La troisième question: l'Europe est en fait assez pour l'environnement? Alors là, on a 76% qui disent non. Et la petite quatrième question: l'Europe protège l'environnement près de chez moi? 47% oui, 53% non. Donc, je noterai ces pourcentages. Et je voulais juste vous présenter encore une fois, vite fait, puisque vous êtes arrivés, Madame Delli et Madame Othman. Madame Delli, vous êtes députée européenne des Verts, et vous êtes des Hauts-de-France. Bienvenue. Merci. Madame Othman, vous êtes conférencière Team Europe. Bienvenue. J'explique un peu le déroulé de notre conférence aujourd'hui. Nous avons prévu 3 temps pour vous. Dans un premier temps, pour parler du pacte vert à l'échelle européenne. Chacun d'entre vous va avoir 5 minutes pour exposer vos idées. Et on aura un peu de temps après, entre 3 et 5 minutes, pour répondre aux questions des spectateurs. La deuxième partie sera sur une relance verte, et ça sera le même format, 5 minutes pour chacun d'entre vous, et un temps de questions. Et on va terminer avec le pacte vert à l'échelle locale, avec la même structure. Je voulais aussi remercier le Bureau du Parlement européen qui nous a soutenus avec l'organisation de ce webinaire. C'est une première pour nous. On a l'habitude de faire des conférences en présentiel, mais on n'a pas pu. Aussi, nos partenaires locaux, notamment FestiPlanet, qui nous a aidé à relayer cette conférence, et les Maisons d'Europe en France et les Centres Europe Direct en France. Donc, voilà, s'il n'y a pas autre chose, je vous passe la parole, Madame Delli. Alors, bonjour, moi je suis députée européenne et je suis la présidente de la commission Transport et Tourisme au sein du Parlement européen. Lorsqu'on parle, vous m'indiquez de parler du pacte vert, on l'appelle aussi le Green Deal. Ce fameux Green Deal a été présenté notamment suite aux élections européennes, qui a montré que la première grande préoccupation des citoyens européens étaient les questions environnementales. Aujourd'hui, dans ce Green Deal, qui est un pacte vert, c'est un catalogue de bonnes intentions, mais il n'y a rien réellement de concret. Alors que, on sait très bien, nous avons des échéances à tenir, puisque nous savons que d'ici 10 ans, si nous ne retournons pas la courbe des températures, malheureusement, les conséquences vont être dramatiques, que ce soit en termes de canicule, que ce soit en termes de sécheresse, que ce soit en perte de biodiversité. Les conséquences, si aujourd'hui on est en Covid-19, cumulées à d'autres effets du dérèglement climatique, je peux vous assurer que ça va être très dramatique. C'est la raison pour laquelle nous préférons parler du New Green Deal. Pourquoi New Green Deal? Tout simplement parce que le paradigme doit changer. Nous devons absolument concentrer justement notre effort d'investissement sur des choses sur lesquelles nous ne pouvons plus comprendre que les investissements doivent prendre en compte notamment les limites de la planète. Parce que nous sommes sur un monde aux ressources finies. C'est la raison pour laquelle, pour le premier écueil que nous avons dans ce pacte vert, c'est la question du PIB.
Toutes nos économies, tout ce que nous faisons aujourd'hui est basé sur ce fameux PIB. Mais ce PIB est trompeur. Il ne prend absolument pas compte des conséquences dramatiques, aussi bien au niveau social qu'au niveau environnemental. Donc, la première chose à faire dans ce New Green Deal, c'est de changer ces indicateurs et de savoir qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Europe? L'Europe est confrontée aujourd'hui à une crise majeure. Nous ne pourrons plus faire la même chose. C'est la raison pour laquelle ce Green Deal doit s'orienter de manière claire sur une activité beaucoup plus de transition écologique et énergétique. Nous, les écologistes, nous disons tout simplement que la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi. C'est la raison il faut investir dans les secteurs d'avenir. Nous les connaissons, ces secteurs d'avenir. Tout d'abord, c'est notre bien commun. Notre bien commun, c'est la santé. La santé pour toutes et tous. C'est la raison pour laquelle, sur toutes les questions, notamment d'hôpital, de services publics, il faut un grand plan majeur au niveau européen qui viendrait s'intégrer dans ce Green Deal. Deuxième orientation, c'est qu'il faut absolument que ce Green Deal, c'est où qu'on soit en Europe avec des mobilités qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus accessibles. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour vraiment renforcer, par exemple, les questions. Il faut aujourd'hui absolument investir plus sur le train. Par exemple, le fret de marchandises. Allons-y. Au moins 30% d'ici 2030, tout le monde est prêt. Il faut absolument montrer que demain, les marchandises, c'est plus sur la route, c'est réellement son emploi, mais c'est aussi gagnant pour nos territoires. Pareil, l'afflux et le boom notamment des avions. Je crois qu'il faut ralentir, ça veut dire quoi? Prendre le temps. Prendre le temps, ça ne veut pas dire de claquer des doigts comme ça et de se retrouver jusqu'à, par exemple, à Marrakech, etc. Ça, je crois qu'il va falloir aussi qu'on considère que le temps d'une des grandes activités aujourd'hui, qui est un des plus polluantes, c'est l'aviation. Et nous nous battrons dans ce Green Deal pour faire que justement, il y ait une taxe kérosène et qu'une partie de cette taxe aille justement à la relance du train. Et vous savez quoi? La relance du train, c'est aussi toutes les questions de train de nuit. Extraordinaire. Quelle poésie, quelle beauté en Europe de pouvoir, le temps d'une nuit, se réveiller dans un autre pays. Aussi, il va falloir qu'on investisse sur ce qui permet les droits des citoyens européens, c'est notamment la question du logement. Il faut un grand plan de rénovation thermique. Quand le bâtiment va, et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes précaires qui vivent dans des conditions de mal-être dans leur logement par ce qu'on appelle des précaires énergétiques. Qu'est-ce que sont les précaires énergétiques? C'est très simple. Toutes ces personnes qui ne se chauffent plus ou pas minimum 30%, un tiers de leur salaire pour payer des factures énergétiques. Si on rénovait tout ça, ce serait bon pour leur santé, mais ce serait bon aussi pour leur bien-être, pour leur portefeuille. Et enfin, une grosse activité qui pour nous est très importante, ça va être la bataille de la PAC. Aujourd'hui, la problématique alimentaire, elle est centrale dans cette crise du Covid-19. Demain, la politique alimentaire, elle doit être accessible à tout le monde, sans pesticides, et faire en sorte que nos paysans puissent vivre au nom justement une stratégie de la fourchette, des champs jusqu'à la fourchette dans nos assiettes, pour que tout le monde puisse manger sain, pour que tout le monde puisse manger à sa réellement vivre. C'est la raison pour laquelle nous nous battrons pour une réorientation de la PAC. Ce n'est plus possible d'avoir les petits agriculteurs, les petits paysans. La locale sera une des clés, notamment. Ça, c'est des véritables questions concrètes. Maintenant, tout ça, vous savez très bien, le budget européen montrer à quel point nous sommes capables de prôner un vrai budget, mais un plan de relance qui n'aille pas justement financer des activités polluantes, mais au contraire, qui aille
financer des activités pour le bien commun de tout le monde et en premier lieu, cette transition énergétique et écologique. Voilà. Merci, Madame Daly. Je vous remercie. Malheureusement, il y avait des coupures de son pendant votre discours, votre présentation. Donc, si les personnes ont des questions sur ce que Madame Daly a dit, peut-être qu'elles peuvent poser des questions. On a Gisèle. Donc, bonjour Gisèle. Oui, bonjour Aaron. Ma question porte surtout sur l'influence des lobbies parce que l'Europe est essentiellement influencée, subit une grosse influence des lobbies et comment en sortir parce que moi je suis d'accord avec toutes les propositions de la dame qui vient de parler, mais comment y arriver compte tenu du contexte de pression des lobbies sur cette Europe? Merci, mesdames, pour votre question, qui est une des clés majeures pour sauver l'Europe. Les lobbies sont partout. Vous savez que Bruxelles, c'est la deuxième place des lobbyistes. Aujourd'hui, il y a une véritable pression pour que les lobbyistes viennent déréglementer justement les normes environnementales en disant « nous, on ne peut pas le faire, c'est la crise, on n'a pas le temps ». Exemple, l'industrie automobile. L'industrie automobile, après le Dieselgate, moi, j'ai mis en place, notamment au niveau européen, avec notamment le groupe des Verts, mes collègues, on a forcé pour que désormais les véhicules respectent les CO2. Parce que derrière, il y a 800 000 morts prématurées en Europe. La pollution de l'air, c'est véritablement cette maladie invisible qu'on ne peut pas justement laisser de côté. Et donc, face à ces lobbies, il faut s'armer. Nous, les élus, d'abord, on doit prendre conscience que nous sommes là au Parlement européen pour défendre votre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt général. Nous ne sommes pas là pour défendre les intérêts privés. Nous, notre but, c'est de sauver votre santé face à la pollution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est véritablement de montrer à quel point nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'élus, on peut se créer en tant que lobby citoyen parce que nous sommes plus nombreux qu'eux et de montrer que oui, la législation européenne doit nous aider à notre faveur, pas juste en leur faveur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les lobbies vont essayer de détricoter au maximum justement l'ensemble des normes. Donc, la meilleure chose, c'est que vous, les citoyens, vous devez absolument vous emparer du débat européen. Parce que si vous n'emparez pas du débat européen, eh ben, l'Europe se fait sans vous, et notamment avec les lobbies. C'est la raison pour laquelle, au sein du Parlement européen, nous avons bataillé pour que, par exemple, l'ensemble des rapports, l'ensemble des avis doivent maintenant montrer la transparence. Il faut nous dire avec qui vous travaillez et comment s'orientent les rapports. Première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le moindre conflit d'intérêts. Eh ben, le Parlement européen prend ses dispositions. Maintenant, la véritable question aussi, c'est qu'il faut aussi que nous soyons réellement exemplaires. Lorsqu'on voit, par exemple, un ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, qui travaille chez Goldman Sachs, moi, j'ai un petit peu du mal, vous voyez. Donc, je crois aussi que les représentants doivent arrêter toutes les activités qui pourraient justement créer un lien de conflit d'intérêts. Et toutes ces bonnes, pour moi, c'est du bon sens. Lorsque nous sommes les représentants de vous, citoyens, la moindre des choses, eh ben, c'est de faire attention à ces lobbies. Parce que les lobbies, c'est comme l'escalier. Il suffit, hop, de dévaler la première marche pour que tout le long de votre mandat, vous tombez la tête la première. Et donc, vous êtes plus sur les intérêts privés que les intérêts des citoyens. Et donc, nous, les écologistes, la première chose à défendre, c'est vos intérêts, puisqu'on défend notre bien commun et donc l'intérêt général. Merci, Madame Daly. On va peut-être passer la parole à Madame Houtman. Madame Houtman. OK. Alors, d'abord, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui sont probablement pour la plupart chez eux. J'espère que tout le monde va bien et que leur famille va bien aussi. Je voudrais aussi leur souhaiter une bonne fête de l'Europe, parce qu'après tout, si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête de l'Europe. Je voudrais remercier le CIED de Douai et la Maison de l'Europe de Douai pour l'organisation de ce débat. On a en fait très peu de temps pour discuter d'un nombre énorme de mesures et d'un sujet qui est extrêmement complexe. Donc, je vais être
assez modeste parce que je ne suis pas une spécialiste de tous les sujets qui sont concernés dans ce débat. Alors, je vais essayer de ne pas être pédante, j'espère que je ne vais pas paraître pédante, mais il me semble que c'est important, avant de débattre, de clarifier un peu le vocabulaire qu'on utilise. Pour moi, quand on parle de la réponse de l'Union européenne face au coronavirus, on parle de mesures qui sont prises à court terme, voire à moyen terme, parce que la crise va durer un peu. On parle de mesures qui sont destinées à traiter vraiment l'urgence de la situation actuelle. Donc, d'une part, de contenir, si possible, de mettre fin à la pandémie. Deuxièmement, de répondre à l'urgence humaine, l'urgence sociale et économique, éviter que les entreprises doivent mettre la clé sous la porte, soit rachetées par d'autres. Et puis, troisièmement, prendre des mesures aussi en termes d'organisation, parce que la crise a créé un certain chaos. Par contre, quand on parle de relance, on parle plus d'un ensemble de mesures qui, au fond, passer la réponse à l'urgence, doit permettre une relance de l'activité, une reprise des activités économiques et donc de l'emploi, une reprise de la consommation, peut-être une consommation différente. Donc, on parle de mesures à moyen terme et surtout de mesures qui doivent assurer la croissance à long terme. Et ça, c'est extrêmement important de garder à l'esprit. Alors, il est clair qu'à long terme, on doit créer, il faut que les mesures qu'on prend maintenant pour assurer cette relance assurent une croissance à long terme et une croissance verte, parce que l'urgence du réchauffement climatique ne va pas disparaître, l'état de la planète ne va pas s'améliorer tout de suite, le problème de la biodiversité n'aura pas disparu, donc il est clair que la relance doit être verte, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors il y a évidemment des liens entre la réponse immédiate et la question de la relance à plus long terme. Et on voit bien quand on met ensemble les deux types de réponses, la réponse immédiate et la réponse à long terme, quelle est l'énorme difficulté de la tâche et aussi les tensions qui se créent entre des extrêmes. D'abord, au niveau des États, on voit bien que la réponse immédiate va engloutir d'énormes ressources qui ne sont plus disponibles pour la relance parce que l'argent n'est pas expansible à l'infini. Et donc se pose toute la question de la conditionnalité des mesures d'urgence, qui n'est pas toujours possible, mais il faut se souvenir que l'argent est fongible. Donc pour moi, il y a une bonne raison d'avoir, là où ça a du sens, une conditionnalité verte sur les mesures économiques, de type économique immédiate. Au niveau des entreprises, on voit bien aussi que la polarisation va être plus grande. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Karima Delli qui s'est exprimée sur la question du lobby, parce qu'il y a en Europe un lobby vert, y compris parmi de grandes entreprises et de grandes institutions financières qui ont très bien compris que l'avenir doit être vert, que l'avenir pour leur survie doit être vert. Ce n'est pas seulement une question citoyenne, j'y arrive tout de suite, mais il est clair que comme cette relance verte implique une transition et une transformation totale de l'économie, il y a des perdants. Et les perdants, c'est aussi certaines entreprises qui risquent de perdre leurs actifs et toutes leurs activités et l'emploi qui va avec. Donc, la polarisation risque d'être très importante à ce niveau-là. Troisième niveau, c'est le niveau du lien pour les citoyens. Alors, on voit bien que les citoyens sont très majoritairement en faveur d'une transformation écologique. Ils ont aussi pu expérimenter durant cette crise à quel point la question écologique est centrale, à quel point
l'écologie est liée d'ailleurs aux pandémies, à quel point une réduction du trafic routier améliore leur qualité de vie, améliore aussi énormément l'efficacité des transports publics, à quel point la question du logement est importante, mais se pose aussi la question de savoir si, après cette crise, ils vont continuer à s'en souvenir. Est-ce qu'ils n'auront aussi pas perdu tellement de ressources qu'ils ne seront peut-être pas prêts à payer le prix aussi de la transformation, à moins qu'on puisse leur offrir des alternatives attrayantes, et c'est particulièrement le cas, à mon avis, dans le domaine du transport. Alors, je vais peut-être me concentrer maintenant sur la question de la réponse de l'Union européenne à la crise actuelle. Et puis, dans le deuxième temps, je parlerai plus spécifiquement de ce qu'il y a dans le pacte vert. Et là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre parlementaire européenne. Mais bon, on peut en discuter, c'est un point intéressant, mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de linguistique et de forme, plus que de substance. Alors, au niveau de la réponse immédiate, comme j'ai dit, il y a trois aspects. Il y a la première urgence qui est de contenir la pandémie, de mettre fin à la pandémie. La deuxième qui est l'urgence sociale et économique. Et la troisième qui est la question de l'organisation. Alors, au niveau de la pandémie, il y a eu évidemment des dizaines de mesures prises au niveau européen, mais je voudrais tout d'abord dire en préalable que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Selon les traités, le rôle de l'Union en matière de santé est vraiment un rôle d'appui aux États membres, de compléter l'action des États membres et de coordonner l'action des États membres, chose qu'on ne peut faire d'ailleurs que si les États membres veulent bien et transmettent l'information nécessaire. Et les situations, on l'a bien vu, sont apparemment, on a l'impression qu'on a une crise symétrique qui touche évidemment tous les États membres. En réalité, elle touche les États membres de façon très dissymétrique. On a vu les bilans locaux sont très différents en termes de nombre de morts, de nombre d'hospitalisations, et les budgets disponibles pour répondre sont aussi très différents. Les systèmes de santé sont très différents, les traditions locales sont très différentes, la confiance qui existe vis-à-vis des autorités est aussi très différente d'un pays à l'autre. Alors, les initiatives européennes sont d'abord des initiatives pour essayer de lutter contre la désinformation, qui dans ce domaine-ci a des conséquences extrêmement graves. Il y a toutes les initiatives pour s'assurer que les États membres disposent du matériel médical suffisant. Il y a eu plusieurs appels d'offres publics. On a pris des décisions pour limiter, par exemple, la spéculation sur des exportations de matériel médical qui ont créé des pénuries. Donc, on a soumis ce genre d'exportation à certaines autorisations. On a aussi construit une réserve commune de matériel médical au niveau européen, qui inclut aussi les questions de tout le transport de ce matériel médical. On a lancé aussi un grand marathon international pour assurer l'accès de tous aux outils de diagnostic, aux traitements et aux vaccins. Et l'Union européenne, avec tous ses partenaires internationaux, parce que le problème n'est pas seulement un problème européen, c'est un problème mondial qui touche aussi l'Afrique, qui n'a pas les moyens nécessaires pour y faire face. Donc, c'est très important d'assurer cet accès de tous aux outils de lutte contre le virus. Et on a déjà rassemblé là presque 7,5 milliards pour faire cette lutte. Il y a eu aussi une offre d'orientation qui a été fournie au niveau, ce ne sont pas des instructions, ce sont des orientations médicales pour les États membres, où la Commission avait constitué un groupe d'experts, de virologues et d'épidémiologistes indépendants pour fournir des orientations sur la façon de gérer les risques, de prendre
des mesures de réponse pour essayer de répondre aux lacunes des prises en charge cliniques. Il y a eu des recommandations de la Commission sur base des conseils du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, notamment sur les questions de distanciation sociale. Alors, sur le deuxième point, je pense que la première chose qu'on a fait au niveau européen pour répondre à l'urgence socio-économique, c'était de donner plus de flexibilité par rapport aux règles existantes, notamment les règles du pacte de stabilité et de croissance, sur les aides d'État. Et là, il y a évidemment il y a vraiment une nécessité de donner cette flexibilité, mais il faut aussi dire que, enfin, de mon point de vue, je suis assez inquiète du résultat parce que je vois que la flexibilité sur les aides d'État est quand même utilisée par les États qui ont le plus de ressources et qui peuvent le plus aider leurs entreprises. Donc, je pense qu'il y a un vrai risque là et je n'ai pas vraiment la réponse sur la façon de répondre à ce problème. On a aussi donné de la flexibilité sur les règles comptables pour les banques, pour leur permettre de donner plus de crédit aux ménages et aux entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. On a mis sur pied une initiative qui s'appelle SUR, qui devrait, je pense, être approuvée la semaine prochaine par le Conseil des ministres, qui est une mesure de soutien contre le chômage, pour permettre de maintenir des travailleurs dans le chômage temporaire, pour qu'ils puissent maintenir un lien avec leur employeur. Il y a eu des actions, comme tout le monde a entendu, au niveau de la Banque centrale européenne, qui a mobilisé 1 milliard d'euros, et notamment 750 pour les rachats d'actifs, et de la Banque européenne d'investissement, qui a mobilisé 40 milliards pour des prêts relais et des suspensions de remboursement. C'est surtout destiné aux petites et moyennes entreprises. Et puis, il y a eu des mesures pour protéger les actifs contre les investissements directs étrangers. Et je pense que ça, c'est aussi un volet important où la Commission a clairement encouragé les États membres à être extrêmement prudents et même éventuellement à racheter certains des actifs de leurs entreprises. Et puis, il y a le troisième aspect qui est tout l'aspect de la logistique. D'abord, les rapatriements de citoyens pour lesquels la Commission a beaucoup œuvré. Tous les problèmes d'approvisionnement, de maintenir les lignes d'approvisionnement et débloquer notamment les frontières où il y avait des files de camions. On a même utilisé les satellites de Galileo pour avoir une idée, une image de la situation. Il y a toutes les mesures, il faut faire extrêmement attention pour le moment. On utilise, comme on le fait maintenant, les moyens numériques pour communiquer. Donc, il y a tous les risques de cybersécurité, tous les problèmes liés à la stabilité des réseaux, où on a vu la Commission européenne prendre des contacts avec tous les responsables de réseaux et aussi les entreprises qui diffusent en continu pour qu'elles libèrent une partie des réseaux, pour que ces réseaux puissent être disponibles pour les communications, les gens qui travaillent en ligne, le télétravail et les conférences comme celle-ci. Donc voilà, je pense qu'il y a eu vraiment, j'ai vraiment parcouru de façon un peu hélicoptère, disons, une espèce de vue d'hélicoptère de toute la panoplie de mesures, et il y en a encore que je n'ai pas citées parce que je vois quand je contacte mes collègues, mes ex-collègues à la Commission européenne qui travaillent 7 jours sur 7 sur des questions qu'on n'imagine même pas qui concernent les personnels à bord des bateaux, vraiment toutes sortes de questions qui sont désorganisées pour le moment et pour lesquelles la Commission essaie de coordonner et d'aider là où elle peut la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci, Madame Dalli. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Je voudrais juste qu'on rappelle quelque chose qui n'est pas négligeable. Je sais que la Commission européenne a fait énormément de choses, mais c'était un peu tardif. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que l'Union européenne, on l'attendait, surtout dans le contexte actuel très difficile. L'Union européenne avait rendez-vous avec son histoire.
Et que je trouve le fait que lorsqu'on a, au niveau européen, un de nos voisins et de nos amis, qui est le pays, l'Italie, les appels à l'aide de l'Italie, pays européen le plus touché, dès le départ, n'ont pas été entendus ces appels. Je me souviens que l'Allemagne, la Tchéquie, même la France, en mars dernier, qui confisquait, qui retenait, qui interdisait d'exporter des masques et du matériel médical destiné à l'Italie, le chacun pour soi l'a emporté sur la solidarité. Et c'est ça qui, moi, me rend un petit peu inacceptable dans le début de cette pandémie. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas su répondre, justement, de cette solidarité. On a laissé les égoïsmes blesser les Italiens qui se sentaient totalement abandonnés. Ce n'est pas une question de faute de l'Union européenne, vous l'avez rappelé, puisque la question, notamment de la santé, n'est pas une compétence de l'Union, mais la moindre des choses, c'était véritablement de réveiller ces États qui se saisissent, qui prennent conscience qu'aucun pays ne s'en sorte seul. Ça, c'est la première chose. Vous avez rappelé que oui, l'Union européenne a énormément fait de gestes de solidarité. Moi, je suis la présidente de la commission transport et tourisme, donc je peux vous le dire. Oui, l'envoi, on a mis en place des TGV, notamment médicalisés, pour que justement des Français puissent être accueillis dans des hôpitaux allemands. On a vu également toute la logistique, notamment des routiers qu'il fallait aider, puisqu'il y avait des frontières, mais il y avait aussi des lieux d'accueil où il fallait qu'ils se restaurent, qu'ils se reposent. Tout a été fermé, ça je l'entends bien également. Et donc, il est vrai que cette coordination européenne, même au sein de la Commission européenne, était un petit peu tardive. Maintenant, la véritable question, c'est sur ce que vous revenez sur des points clés. Les points clés, c'est quand même dingue de se dire que depuis des années, l'Europe est basée, tout à l'heure j'ai parlé des critères, notamment cette règle des 3% de la dette, ce qu'on appelle le pacte de stabilité. Le coronavirus a eu la peau du pacte de stabilité puisque la Commission européenne a dit finalement on ne regardera plus ces 3%. Et c'est ça qu'il faut montrer. C'est-à-dire que le virage du monde de demain, ce ne peut plus être ces indicateurs. Je suis désolée. Et là, ça va poser aussi énormément de questions sur la question budgétaire. La question budgétaire qui mérite aujourd'hui de montrer à quel point les politiques d'austérité ont eu malheureusement, dans différents États, ont eu la peau des hôpitaux, des services publics. On a fait des choix qui n'étaient pas le bon. Et ça, ce n'est pas normal et nous ne pouvons pas recommencer. Le choix aussi, par exemple, et ça je le dis, le choix de cette Europe qui fait beaucoup trop de traités de libre-échange. Mais vous avez vu la mondialisation. La mondialisation, on a été trop loin au point que les citoyens européens se sont rendus compte que même les propres médicaments n'étaient pas faits sur notre territoire, l'Europe, et qu'on dépendait énormément de la Chine. Et vous avez rappelé la Chine, justement. Et moi, j'ai vu ces images. Lorsque des pays se battent presque sur le tarmac pour dire combien de masques, etc. Ça veut dire concrètement que ce que nous venons de vivre nous amène à... Et nous sommes le jour de l'Europe. Et la dame de la Commission, je crois que l'Europe a besoin d'un outil pour sortir gagnant, notamment pour la confiance des citoyens européens. Elle doit envoyer des messages très clairs et pour donner une orientation. Et je crois que cette orientation, c'est la transition écologique, qui est une opportunité extraordinaire, et je le redis, pour montrer à quel point l'écologie, tout le monde aime l'écologie, parce que c'est du bien-être, c'est de la santé, c'est retrouver le partage. Et que cette écologie, elle doit être populaire, c'est-à-dire accessible à tout le monde. C'est une opportunité pour relancer le projet européen, pour dessiner justement un sens commun. Et que l'Europe doit être cet outil de concertation des peuples. Et je terminerai en vous disant, vous savez, Victor Hugo avait dit, en cette journée de l'Europe, l'Europe s'est fait pas à pas. Un pas pour la liberté d'abord, un deuxième pas pour la démocratie et notre souveraineté,
Celui qui reste à faire, c'est celui de la fraternité. Nous avons un travail sur la fraternité, mais aussi sur une autre orientation des politiques industrielles. Nous ne pourrons plus construire, consommer, produire comme avant. Ce n'est plus possible. Il va falloir qu'on comprenne que si le coronavirus, et je l'espère, s'arrêtera très vite, le dérèglement climatique, lui, ne nous attendra pas. Madame Dallet, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais être un peu maître de temps. Le temps passe et nous avons plusieurs questions des spectateurs. Je vais passer la parole à ma collègue Karine qui va lire une des questions. Et ensuite, Madame Houtman, si vous avez envie de répondre à la question. Et ensuite, Madame Dallet. Bonjour à tous. On a une question qui s'adressera peut-être davantage à Madame Houtman. Une question de Simon Zenou. Donc, il parle de BlackRock qui va donner son expertise à la Commission européenne en matière de finances vertes ou de finances durables. BlackRock soutient l'industrie fossile. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que ça n'est pas un problème? Oui. Alors, il faut savoir que la Commission européenne, pour ces contrats, elle fait des appels d'offres avec un certain nombre de critères. Alors, je n'ai pas vu les critères qu'il y a dans l'appel d'offres, mais l'appel d'offres ne porte pas sur des investissements, il porte sur des conseils en matière d'investissement vert. Et il faut savoir que BlackRock, certainement, n'est pas mon entreprise préférée, et effectivement est largement dans les énergies fossiles encore, mais est en train de faire effectivement une réorientation assez spectaculaire quand même de ces investissements vers des investissements plus verts. Les conseils sont des conseils extérieurs. Ça ne veut pas dire que la Commission va prendre ça. La Commission, elle écoute des conseils de l'extérieur, comme elle écoute. C'est un peu aussi ce que j'aurais voulu, en quoi j'aurais voulu réagir aux commentaires de Karima Delli. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit une mauvaise chose que la Commission entende ce que des entreprises de secteurs qui sont appelés, enfin, qui ne sont pas vraiment de ce secteur-là, mais qui investissent dans ce secteur, mais qui sont appelés à se désinvestir et à perdre beaucoup de valeur du côté des actifs qu'ils ont dans les énergies fossiles, ce n'est pas inutile d'entendre ce qu'ils ont à dire parce que ce sont ces gens-là qui vont freiner la progression. Si on peut obtenir de ces gens-là des critères ambitieux, je pense qu'ils risquent d'être à créer plus de consensus dans l'industrie financière parce que peut-être pour un élément de contexte pour les auditeurs qui nous écoutent, la question porte sur la façon dont on va orienter tout ce qu'on appelle la finance durable et quels sont les types de critères qu'on peut utiliser comme investissement vert. Je pense qu'il est souvent le cas que une entreprise ou un gouvernement d'une certaine couleur politique, disons, pour assurer sa crédibilité, en réalité se montre plus ambitieux que d'autres. On voit que ce sont souvent en France, par exemple, des gouvernements de gauche qui ont pris des mesures plus libérales. Donc, il n'est pas impossible qu'une entreprise qui a l'image de BlackRock, et qui a effectivement une image très négative, se montre ambitieuse. Et je le répète, ce n'est qu'un avis extérieur que la Commission va entendre. Ce ne sera pas la proposition de la Commission. Et c'est la même chose avec les lobbies. J'ai travaillé plus de 30 ans à la Commission européenne. On ne travaille pas dans une tour d'ivoire. On est obligé d'écouter. La question, c'est ensuite, est-ce que vous écoutez tout le monde? Est-ce que ça se passe dans la transparence? Et est-ce que vous avez le jugement pour évaluer si ce qu'on vous raconte, ce sont des bêtises qui ne favorisent que vos intérêts personnels, privés, ou si vous apprenez quelque chose d'utile sur l'effet des mesures que vous envisagez sur certains secteurs. Et on ne peut pas ignorer l'effet des mesures qu'on veut prendre sur tous les secteurs. Et il ne faut pas oublier que
les secteurs, disons, des combustibles fossiles sont des secteurs qui sont en difficulté, mais qui emploient aussi des millions de personnes, des millions de travailleurs. Donc, il faut assurer une transition juste. C'est une des initiatives de la Commission européenne. C'est ce fonds de transition juste qui est destiné aussi quand même à tenir compte de ces perdants et à les aider à se reconvertir. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, voilà ce que je pense sur le sujet. Madame Dali, si vous voulez réagir à la question. Je crois qu'à un moment où les institutions européennes, où il y a une défiance, je crois que ce genre de retour des grands lobbies dans l'enceinte de la Commission européenne est catastrophique. Parce que vous dites, madame, mais BlackRock va se réorienter sur notamment des investissements verts. Le temps n'est pas de se réorienter, le temps est à la rupture. Nous n'avons pas le temps du greenwashing ou de se faire plaisir. Et c'est là où, justement, nous, en tant que responsables politiques, mais en tant que commission, et vous proposez justement des textes, c'est véritablement de faire que la loi mériterait d'être beaucoup plus imposante sur ce genre d'attitude. Parce que, justement, l'attitude de BlackRock sur le climat, elle pourra se faire plaisir pour se donner justement de quelques signes de bonne conscience, mais nous n'avons pas besoin de la bonne conscience. Et donc, je tiens juste à rappeler que nous, les groupes des écologistes, nous avons écrit à la présidente de la Commission européenne, nous montrons à quel point justement ce conflit d'intérêts ne peut pas exister. Parce que même si la Commission, vous nous dites, mais on n'est pas obligé de les écouter, ils sont présents aux tables de négociation. Et ça, ce n'est pas normal. Si je peux réagir très rapidement, on est quand même dans une démocratie. Donc, on a quand même, il faut écouter tout le monde. Je partage, mais pas du tout cette division. Il y a des lobbies auprès de la Commission qui sont des lobbies verts. Il n'y a pas que des lobbies pour les combustibles fossiles. Je veux dire, il faut écouter tout le monde. Moi, je suis en faveur d'écouter tout le monde dans la transparence et d'avoir le jugement de suivre les orientations politiques qui sont celles de la Commission européenne, mais qui sont aussi celles des 27 États membres, qui est qu'on veut atteindre à terme, et on va en parler, j'espère, tout de suite maintenant, faire de l'Europe un continent sans émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et je ne dis pas que ce n'est pas une urgence, je ne dis pas qu'il ne faut pas se transformer tout de suite, je dis simplement que la réalité du terrain est que ça concerne des millions de personnes employées et que donc il y a quand même aussi une question sociale et on ne va pas du jour au lendemain fermer toutes les mines et toutes les centrales à charbon parce qu'on n'aura plus d'électricité, on va mettre dans la rue. Non, mais je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Non, mais ne caricaturez pas. Là, oui, on mais parle justement de BlackRock. Vous caricaturez un peu. Non, je ne caricature. C'est là où on a une différence centrale. Il me semble qu'il y a naturellement un conflit d'intérêts avec BlackRock. Là, vous parlez notamment des autres lobbyistes verts. Mais les autres lobbyistes verts, c'est qui? Ce sont des associations environnementales. Non. Regardez la lettre, regardez les… Regardez un petit peu. C'est là où on a un vrai problème sur ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Dans la mesure où, pour moi, BlackRock est évidemment intéressé par le résultat de la législation, puisque BlackRock a un intérêt déterminé à ce que toutes les activités d'investissement qui soient qualifiées positivement comme étant environnementalement et socialement responsables, de manière à se donner une bonne image, moi, je crois que c'est désastreux d'envoyer ça comme réponse de la Commission. Je trouve que c'est très, très, très compliqué pour la Commission européenne. Je ne comprends même pas qu'elle ait choisi de se faire conseiller notamment par BlackRock, vraiment. Bon, moi, je vais quand même insister sur le fait que ma compréhension est que BlackRock va produire un rapport qui sera public et je ne vois pas exactement où est le conflit d'intérêts. La Commission ne va pas s'appuyer sur le rapport de BlackRock.
c'est un input de la même façon qu'on a fait une consultation publique. Il y a eu une consultation publique sur le sujet. Donc, il y a eu des réactions de tous les bords. Je suis pas aussi je ne dis pas que je suis heureuse si j'avais moi lancé cet appel d'offres et que les critères de sélection, j'ai moi-même lancé des appels d'offres dans ma vie, j'ai pas toujours eu après les comités d'évaluation les choix optimaux selon ce que moi j'avais imaginé. Donc, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas satisfait du résultat de cet appel d'offres. Mais il y a eu un appel d'offres public avec des critères. Il y a un comité d'évaluation indépendant qui se réunit et le résultat tout un comptage de points, c'est un peu comme dans les concours de musique où on compte les points et on arrive parfois à sélectionner un candidat qui n'est peut-être pas le candidat qu'on aurait voulu sélectionner. Donc voilà. Mais vous pointez une vraie question. Vous pointez une vraie question. C'est la question de l'indépendance des experts. Et ça, c'est véritablement une chose qu'il va falloir travailler. Nous poussons le groupe des Verts, puisque nous avons même saisi la médiatrice européenne pour que justement ces questions d'indépendance des experts soient éclaircies. Excusez-moi du petit… Allez, ok. Il nous reste simplement 7 minutes. C'est pour ça que je deux mots sur le pacte vert. Parce que bon, je voudrais aussi réagir sur un peu ce qu'a dit aussi Karima Delli sur le pacte vert, qui dit c'est un catalogue de bonnes intentions avec rien de concret. Alors, c'est clair que le pacte vert, à ce stade-ci, c'est un projet politique qui est destiné, pour moi, comme je le comprends, à fédérer toute l'action de la Commission durant son mandat. Donc, il est clair que à quelques mois de l'entrée en fonction de la Commission, à ce stade-ci, on n'a pas toutes les mesures. Toutes les mesures ne sont pas sur la table, c'est un peu normal. Donc, pour moi, ça va être la marque de fabrique de cette commission, de cette législature, et qui a quand même une ambition importante, donc je l'ai dit, qui est la neutralité carbone d'ici 2050, et surtout d'essayer d'opérer cette transition d'une façon qui soit juste sur le plan social, qui associe les citoyens, et aussi, surtout, qui fonde cette transition sur une véritable politique industrielle. C'est quand même quelque chose de très nouveau en Europe et dont, personnellement, je me félicite. Et il s'agit vraiment de transformer le défi climatique en une opportunité pour l'économie circulaire, pour la bioéconomie, et avec l'appui extrêmement important, et on revient à l'histoire de BlackRock, de la finance verte, parce que le plus important pour moi est de donner à tout le secteur financier, et donc les banques, les assurances, des orientations très claires pour réduire l'incertitude sur leurs investissements futurs et clairement les réorienter le plus rapidement possible, je suis d'accord avec Madame Delli, vers des investissements qui soient durables. Alors, une des qualités de ce pacte vert, c'est qu'il couvre tous les secteurs de l'économie, les transports, l'énergie évidemment, l'agriculture, la rénovation des bâtiments, le textile, le numérique, l'acier, le ciment, et aussi qu'il utilise tous les instruments qui sont à la disposition des institutions européennes, donc les instruments budgétaires, j'ai dit celui de la finance verte, mais aussi celui de la fiscalité, puisqu'on va revoir la directive sur la fiscalité de l'énergie. Et un volet extrêmement important dans le pacte vert, c'est tout le volet international de la diplomatie. Et Karima Delli a à juste titre parlé de la question du commerce. Les derniers accords commerciaux contiennent des conditions extrêmement strictes sur le respect des accords de Paris, et sûrement qu'on peut faire encore plus ambitieux dans ce domaine. Il y a eu plusieurs actions qui ont déjà été prises au titre du pacte vert. Donc, on a une feuille de route très précise, on a un plan d'investissement, on a un fonds pour la transition juste, on a fait une proposition au niveau de la Commission pour une loi climat, pour mettre la neutralité climatique dans une loi. On a mis sur la table une stratégie industrielle et un plan d'action pour l'économie circulaire.
Et on devrait mettre sur la table au niveau de la Commission européenne, dans les semaines qui viennent, une stratégie de la ferme à la table, donc sur l'alimentation et l'agriculture, et une stratégie sur la biodiversité à l'horizon 2030. Il y a évidemment toute une série d'autres actions qui vont concerner une vague de rénovation dans le bâtiment, le mécanisme d'ajustement, qui est une question extrêmement complexe, cette question du mécanisme d'ajustement aux frontières. Il va y avoir des initiatives sur une mobilité intelligente, et notamment toute la question des villes intelligentes dont on a parlé, et qui est quand même une question centrale dans la question climatique. Et puis, une des actions importantes qui va se passer au niveau de la Commission, ça va être l'évaluation de tous les plans nationaux qui ont été soumis sur l'énergie et le climat avec les objectifs à 2030 et qui vont devoir être révisés. Et la Commission va aussi devoir mettre sur la table des propositions révisées pour ces ambitions climatiques à 2030. Et elle a déjà annoncé que ce serait une réduction de 50 ou 55% de nos émissions de gaz à effet de serre contre les 40% actuels. Donc, je ne pense pas que la décrire comme une sorte de coquille vide soit correcte. Alors, non, mais je voudrais revenir sur ça. C'est très intéressant. Parce que la Commission nous dit, mais ce n'est pas une coquille vide. Alors, si moi, je dois appliquer les accords de Paris, je rappelle que les accords de Paris, dans l'Union européenne, aucun pays européen ne respecte les accords de Paris. Ça, il faut le dire. Si je dois appliquer aujourd'hui les accords de Paris, mais la feuille de route de la Commission, ce n'est pas 55. C'est minimum 65, voire 70% de nos réductions de CO2 d'ici 2030. Vous voyez le travail. Donc, ça veut dire que même sur ce chiffre-là, on n'est pas d'accord. Ensuite, sur les réorientations. Moi, je crois, et c'est là où j'ai un problème, c'est-à-dire que la Commission européenne, comme les États membres, ne font pas le bilan des choix qui ont été faits, qui ont été désastreux. Je rappelle que les traités de libre-échange sont une catastrophe. Pourquoi nous devons continuer ces accords de libre-échange? Lorsqu'on fait un accord avec le Brésil qu'on appelle le Mercosur, alors qui est un peu suspendu parce qu'on a Bolsonaro actuellement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de la déforestation, c'est pareil. Vous voyez, quand je parle de déforestation, c'est notamment toutes les questions d'huile de palme qu'on connaît bien en France, notamment pour alimenter Total. Vous voyez, c'est là où je pense que, et je sais que vous êtes pleinement engagée, madame, sur la Commission européenne et que vous avez compris la transition écologique. Ça se sent. Parce que vous savez que ce pari-là, c'est gagnant pour tout le monde, vous l'avez dit, gagnant pour l'emploi et gagnant surtout pour le climat. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on va avoir des chefs d'État courageux? Et quand je regarde les chefs d'État, mais si je peux, aujourd'hui, ne sont pas courageux. Et ensuite, les ambitions de la Commission me font très peur. Puisque, par exemple, le monsieur… Madame Dely, excusez-moi. Allez-y. Non, on va prendre des questions parce qu'après, excusez-moi. Il est 15h00 et Mme Gutmann nous a dit qu'elle avait absolument une urgence. J'ai envoyé un petit message pour dire que j'étais en retard, donc je vais prendre quelques minutes de plus. Mais je voudrais quand même réagir sur les accords de libre-échange. Je ne partage pas tout à fait non plus votre opinion. Je suis d'accord qu'il faut, dans ces accords, avoir des exigences climatiques. Mais dans les accords Mercosur, dans les accords avec le Canada, avec le Japon, on a des exigences climatiques sur les questions de déforestation, notamment, c'est explicitement mentionné dedans. La question, c'est si on ne fait pas ces accords, un pays comme le Brésil va se tourner vers le marché américain, vers des marchés qui sont beaucoup moins exigeants que le marché européen. Donc, la déforestation ne va pas s'arrêter parce qu'on ne fait pas des accords de libre-échange. Au contraire, les accords de libre-échange mais c'est là mettent où une pression sur ces pays pour qu'ils fassent plus d'efforts. Mais c'est là où on n'est pas d'accord. L'Europe peut être le leader du climat, mais il faut qu'elle balaye de sa porte. Si elle est exigeante avec elle-même, si elle montre l'exemple, vous allez voir que les grandes puissances vont la suivre. Vous savez, l'Europe… Mais je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Oui, mais l'objectif, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 10 ans? C'est l'objectif d'être exemplaire. Mais oui, mais allons-y alors. Arrêtons d'importer ce qu'il ne faut pas importer. Regardez, en 2009, l'Europe arrive aux tables de négociation, elle est leader. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 10 ans?
Et c'est là où on a perdu beaucoup de temps. Il y a eu des choix stratégiques complètement désastreux. Et aujourd'hui, on se dit, oh là 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 là, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors même si on a signé les accords de Paris, ces accords de Paris ne sont pas contraignants. Maintenant, la véritable question, je crois, et c'est une véritable question, et le Covid-19 nous le montre, l'Europe doit se réorganiser. Vous savez, on est la journée de l'Europe. Alors, c'est bien qu'on ait deux femmes pour débattre parce que l'Europe est peut-être née avec des pères fondateurs, mais elle a surtout besoin de mères fondatrices. Et je pense que ça aussi, voilà, et ça, c'est très important parce que vous avez dit une phrase qu'il ne faut pas oublier, même dans la description des solutions tout à l'heure, nous ne réglerons jamais la question de la crise écologique si en même temps nous ne réglons pas la question de la crise sociale. Parce qu'on le voit avec le Covid aujourd'hui 19. C'est quand même dingue qu'en 2020, on a des cohortes de files d'attente pour des aides alimentaires en Europe, vous voyez, parce qu'on s'est très très mal organisé. Ça ne peut plus arriver. Madame Dalli, Madame Houtman, je vous remercie pour ces riches échanges. Est-ce que vous devez partir ou vous avez encore quelques minutes, Madame Dalli? Allez, quelques minutes. Parce que nous avons une personne qui attend longtemps à poser sa question. Allez-y. Allez-y. Bonjour, je suis le docteur Cordonnier. Je représente une association locale Après et le HIL, qui est une association environnementale et de santé européenne. J'étais intrigué durant vos interventions concernant le Covid-19, où il a surtout été abordé en termes de conséquences immédiates et à moyen et long terme. Alors que le Covid-19, comme toutes les maladies infectieuses émergentes, est le type même de maladie environnementale. Et la pandémie de Covid-19 est une des formes que prend, une des expressions que prend la grave crise sanitaire, climatique, environnementale et économique et sociale que nous traversons. Or, ne pas aborder l'épidémie de Covid-19 en prenant en compte en quoi ces déterminants sont à la fois essentiels pour le comprendre, mais aussi essentiels pour comprendre plus largement la crise que l'on traverse, dans ce cas-là, ça nous prive de la réflexion, de l'évaluation et surtout de mettre en place des démarches de gestion qui soient pertinentes. Donc je m'étonne que d'un point de vue, c'est pas seulement ici, je veux dire, c'est une réaction générale. En général, on appréhende le Covid comme une malédiction tombée des cieux, alors qu'elle n'est qu'une des expressions de la crise que nous traversons actuellement. Merci. Honnêtement, à 150% d'accord avec vous, et c'est bien ce que j'ai voulu dire sans le détailler, en disant que la crise actuelle rend encore plus nécessaire le pacte vert. Bien sûr, un lien immédiat entre les deux. Je suis à 100% d'accord avec vous. C'est bien le lien qu'il y a aussi entre la crise actuelle et le pacte vert. La source est bien sûr largement environnementale et cette crise a aussi montré toutes les lacunes de notre système et je crois que Karima Delli l'a bien expliqué. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous dites, monsieur. C'est que même la santé-environnement, ça va être une des grandes priorités. Parce que lorsqu'on regarde les conséquences sur la perte de la biodiversité, lorsqu'on regarde aussi tout ce qui va monter, parce que je crois qu'on a eu des chefs d'État qui, au départ, pensaient que les écologistes et l'écologie n'étaient pas prioritaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que la conscience est là. Le réveil des consciences est là. Que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, cette urgence, elle doit être prioritaire. Et lorsqu'on parle notamment de la crise écologique, ce n'est pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique, et vous avez raison, c'est une polycrise. Une polycrise qui vient taper sur, bien sûr, la question des ressources qui sont limitées, mais la question de la santé, mais aussi la question économique et sociale. Mais on oublie une chose,
la question démocratique. Parce que l'Europe, et là, je vous le dis, monsieur, vous avez totalement raison de nous remettre ça en lien, c'est que si l'Europe ne se ressaisit pas, malheureusement, c'est qu'on alimente notamment on alimente un peu, moi, ce que j'appelle la bête des populistes et des extrémistes qui, face à des réponses que nous devons trouver urgentes, mais que nous n'avons plus le temps juste de discuter, mais nous devons agir. Et que face à ça, notre action parfois est trop longue. Nous parlons trop et nous perdons beaucoup de temps, mais ça fait le lit justement de ces puissances, notamment politiques, qui, elles, justement, surfent sur la misère des gens, surfent sur le désarroi pour pouvoir justement créer une Europe qui ne serait plus notre Europe, mais une Europe qui serait complètement explosée pour arriver à ce que moi je déteste le plus, c'est-à-dire les politiques nationalistes. Merci beaucoup, Madame Dali. Est-ce qu'on a le temps, Madame Houtman, pour une toute dernière question? Oui. OK. Alors, okay. c'est une question de M. Patrick Sallet qui dit donc que c'est une question essentielle pour lui et difficile au plan pratique. Donc, la question pour lui est celle de l'ajustement carbone aux frontières. Pensez-vous que l'Union européenne avancera rapidement sur ce point? Qu'est-ce que c'est l'ajustement carbone aux frontières? Voilà. La question de l'ajustement carbone aux frontières est une question pour laquelle la Commission est en train de consulter et a préparé déjà une feuille de route qu'on peut d'ailleurs trouver sur le site de la Commission européenne. C'est un sujet sur lequel la Commission travaille. C'est un sujet extrêmement complexe. Alors, la Commission n'a pas annoncé une taxe aux frontières qui serait, à mon avis, impossible à mettre en œuvre. Il s'agit bien d'un mécanisme d'ajustement aux frontières qui pose toutes les questions du lien entre le système qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne et notamment le système d'échange de quotas d'émissions avec des quotas qui sont donnés gratuitement. Donc, est-ce qu'on peut imposer, par exemple, des charges sur des importations alors que les entreprises européennes bénéficient de quotas gratuits? Quelle est la compatibilité des mesures avec les règles du commerce international? Ça pose toute une série de questions. Ça pose aussi des questions au niveau de la diplomatie. Il ne faut pas oublier que nos partenaires commerciaux ont aussi signé les accords de Paris. Donc, en principe, se sont engagés, on devrait leur faire confiance. Ils se sont aussi engagés dans les accords de Paris. Donc, ils ont pris des mesures. Certains ont aussi introduit des taxes carbone. Donc, la question, c'est comment on peut tenir compte de nos émissions à l'extérieur. Alors, un sujet, par exemple, qu'on va étudier de façon plus spécifique, qui concerne directement le sujet de l'ajustement l'ajustement carbone aux frontières, mais c'est la question de nos émissions à l'extérieur de l'Union. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une part d'éviter que les entreprises européennes qui sont soumises à des taxes carbone délocalisent dans des pays où elles ne sont pas taxées, mais il s'agit surtout de s'assurer qu'en Europe, on consomme des produits dont l'empreinte carbone globale, c'est-à-dire pas seulement les émissions dans l'Union européenne, mais les émissions aussi qui sont nées de leur production dans d'autres pays ou du transport international, notamment l'aviation, le maritime, soient prises en compte. Et un domaine assez particulier qui est quand même lié à celui-là, c'est la question, par exemple, du gaz. En Europe, on regarde nos émissions de gaz au niveau de la combustion du gaz. Or, si j'ai bien compris les intentions de la Commission européenne, elle va maintenant adopter une stratégie, en tout cas proposer une stratégie, parce que la Commission ne peut jamais que proposer des choses. Et je rappelle qu'on ne fabrique pas des masques à l'intérieur de la Commission, on ne met pas des éoliennes dans la Commission, il faut que ce soit les États membres et le niveau local et les citoyens qui agissent concrètement. Mais l'idée, c'est d'examiner les émissions de méthane là où on produit le gaz, parce que l'essentiel de notre gaz est importé de pays tiers. Or, il semble qu'une grande partie
des émissions de gaz, je crois 30% en plus de ce qui était mis à l'intérieur de l'Union était mis à l'extérieur de l'Union, le long des pipelines, le long des tuyaux, et au moment de la production en termes d'émissions de méthane. Donc, il y a tout cet aspect qui, à mon avis, concerne l'idée que ce qu'on doit faire à l'intérieur de l'Union, c'est avoir des incitatifs à une consommation verte. C'est-à-dire inciter les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, à acheter des produits dont l'empreinte globale est une empreinte réduite en émissions de carbone. Or, pour le moment, jusqu'à présent, les politiques européennes ont surtout examiné les émissions à l'intérieur de l'Union. Donc ça, c'est l'idée, mais il va y avoir des propositions, mais les propositions ne sont pas encore sur la table et je n'ai pas le calendrier exact de cette proposition spécifique. Je peux peut-être la trouver. Si la personne m'envoie un petit email, je peux essayer de trouver quel est l'agenda prévu pour la proposition sur l'ajustement aux frontières. Sur la taxe carbone aux frontières, en fait, il nous faut une taxe carbone aux frontières au niveau européen pour établir, moi, ce que j'appelle une concurrence équitable. Or, en l'état actuel, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut craindre justement des fuites de carbone, des délocalisations d'entreprises européennes les plus polluantes vers des pays tiers où la réglementation sur la protection du climat est moins stricte et qui n'est pas justifiée. Donc, c'est là où justement l'Europe devrait, et je suis contente d'entendre que la Commission européenne travaille sur ça, parce que je pense que la politique climatique de l'Union, elle n'est pas assez ambitieuse et ne permet pas d'inciter réellement les entreprises européennes à limiter leurs émissions de CO2. Et donc, aujourd'hui, moi, je crois que le pire serait que le nombre trop grand de quotas, ce qu'on appelle les quotas alloués gratuitement à des entreprises dans le cadre du marché carbone, a des effets pervers. Et pour le moment, certaines entreprises, plutôt que de faire des efforts sur leur consommation énergétique, se constituent un peu des rentes. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais avant de protéger les entreprises d'une concurrence déloyale, moi, je crois qu'il faut tout de suite les contraindre à polluer moins dans un marché qui sera mieux encadré. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument avoir, je pense, comme vous, la Commission européenne, il faut avoir une taxe aux frontières. Et ensuite, il va falloir redéfinir notre marché. Il est vrai qu'il y a plein de produits qu'on peut créer et produire en Europe, qu'on n'a pas besoin d'envoyer, qu'on ne dépende pas comme ça des uns et des autres. Et que demain, j'espère juste que, par exemple, on aura, ça c'est une idée que j'avance dans la commission transport, mais que tous les produits en Europe sachent d'où ça vient et comment c'est venu, pour savoir quel est le taux de carbone dans chaque produit. Et vous allez voir que les consommateurs, eux, eh ben, ils feront leur choix, ils prendront le local et la proximité. Merci, Madame Dalli. Petite précision pour la personne qui a posé une question. Dans l'annexe du pacte vert, il y a une sorte d'agenda pour toutes les actions de la Commission européenne. Et je crois que là, il est prévu qu'il y aura une proposition sur un mécanisme d'ajustement aux frontières pour certains secteurs d'ici 2021. Donc, c'est prévu l'année prochaine. Oui, merci pour ces précisions, Madame Houtman. Madame Dalli, Madame Houtman, merci beaucoup. Merci à vous. Échange. Merci à tous les spectateurs. Je sais qu'on n'a pas pu terminer la discussion. Hein. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est une bonne chose. On va les noter. On va essayer d'organiser une prochaine conférence en ligne avec d'autres intervenants. Donc, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook pour avoir les infos. Et on va aussi relayer les autres conférences des autres maisons d'Europe et Centre Europe Direct en France. Donc, je vous souhaite tous une belle journée de l'Europe et je remercie encore Madame Dalli, Madame Houtman et ma collègue Karine et le Parlement européen et FestiPlanet. Merci Aaron. Merci. Et je voulais préciser que si certaines personnes sont frustrées parce qu'on n'a pas eu assez de débats, ils peuvent m'envoyer des questions écrites par vous et je répondrai avec plaisir. C'est ce que j'allais vous proposer. Voilà. Est-ce qu'on peut vous envoyer la liste des questions? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup. Super. Ok, excellent. Merci beaucoup.
Bon week-end. Merci à vous. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.